qu'on a souhaité programmer en partenariat avec l'AFCA et la revue Bref, qui est éditée aussi par l'Agence du court-métrage. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition et de nous accompagner dans cette belle aventure. Pour nous, c'était très important et on était très heureux que MK2 nous propose ce rendez-vous pour offrir une fenêtre de diffusion à un genre qui est très peu diffusé, qui est le court-métrage d'animation pour adultes, avec toute la subtilité que revêt ce terme. Je ne vais pas en dire plus, juste vous dire que donc, la prochaine séance, elle est le 15 novembre, et que comme le court-métrage ne bénéficie pas de 4 par 3 dans le métro, ni de colonne Maurice, on compte sur vous pour le bouche à oreille, faire passer le mot, vous inscrire aux newsletters, sur Facebook, etc., pour suivre l'affaire et en parler autour de vous. Voilà, merci. Et place à Christophe. Je ne sais pas si c'est nécessaire, vous m'entendez comme ça peut-être en fait. Si, il fonctionne, mais je pense que oui, merci. En tout cas, l'Agence du court-métrage, cette invitation. Pour cette première séance, c'est en effet l'AFCA qui mène cette programmation. Donc l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation, que vous connaissez, je pense, pour beaucoup. Pour reprendre une minute de contexte, cette séance, elle se fait aussi dans le cadre de la fête du cinéma d'animation qui a lieu en ce moment, donc tout le mois d'octobre jusqu'au 31. J'ai laissé les cartes postales à l'entrée, mais je vous le redonnerai si vous voulez, parce qu'il y aura notamment encore des temps forts qui arrivent. En Ile-de-France, normalement la remise du prix Émile Reynaud, alors qu'elle est annoncée le 29, mais qui n'aura pas lieu le 29, puisque vous serez chez vous bien sage le 29 au soir, à l'heure où c'était prévu. Et retenez en tout cas la journée du 31 octobre au studio des Ursulines, qui elle est maintenue là aussi jusqu'au couvre-feu. Comme on n'a que 20 minutes à peu près, moi je voudrais surtout du coup appeler les équipes, parce qu'on a eu la chance sur cette programmation d'avoir 5 des réalisateurs qui étaient disponibles pour venir vous rencontrer. Donc pas forcément dans l'ordre, en l'occurrence, Louise Mercadier et Frédéric Evin qui ont fait Sororel, Virgin Keaton qui a fait Le Tigre de Tasmanie, François Brugel pour Erebeta et Hugo Bravo pour De l'autre côté. Voilà, je veux bien que du coup vous me rejoigniez parce que on va faire quand même un petit temps de... Déjà que les gens vous identifient, c'est bien. On va dire chacun peut-être un petit mot quand même sur chaque film. Le programme, on l'avait nous, de notre côté, intitulé sur une logique de perte de repères. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Vous aviez peut-être besoin d'un peu plus de légèreté. Ceci étant, j'ai l'impression que la perte de repères, on est bien dedans en ce moment, et du coup, montrer des films où la perte de repères, elle est dans ce qui est montré, mais aussi pour le spectateur régulièrement. Donc c'était aussi cette volonté justement de faire ce passage entre une œuvre et peut-être parfois la sensation que nous, on a en tant que spectateur. Mais au-delà de ça, évidemment, si vous avez des questions, je vous en prie. Au-delà de ça, moi, ce que j'ai retrouvé aussi très fortement dans vos films, vous allez me dire du coup chacun un mot, c'est aussi des mondes qui se finissent et peut-être une capacité à s'en échapper ou à ne pas s'en échapper, justement. Mais voilà, on arrive aussi à chaque fois sur peut-être des fins de monde, et c'est un peu ce que chacun vous avez montré dans vos films. Est-ce que c'était vraiment une volonté, ou est-ce que voilà, ça se croise comme un sous-thème? Je ne sais pas si vous voulez faire au micro ou sans micro aussi. Mais... On va faire dans l'ordre, hein, Virginie. Ok. Donc moi c'était sur le tigre de Tasmanie. Et du coup en fait le tigre de Tasmanie, en fait, il y a deux motifs au début dans ce film, qui sont à la fois des archives du film du tigre de Tasmanie, qui est un animal qui a disparu en 1936, et dont en fait les derniers pas ont été filmés en 1933, donc c'est l'archive qu'on voit dans le film qui est retravaillé. Et donc le dernier tigre a été filmé, et en fait ce que je trouvais assez beau, c'est qu'on pouvait rejouer encore et encore sa mort, ses derniers pas en tout cas, et sa présence qui restait. Et d'un autre côté, il y a un glacier qui est aussi en train de fondre et de s'éteindre, et donc on peut jouer aussi la disparition, en tout cas la disparition annoncée encore et encore en état de vie. C'était en fait le fait de retravailler sur une nature qui pouvait encore exister dans le mouvement, et dans lequel ensuite on pouvait plonger aussi dans son infinité petite et dans son caractère entièrement puissante et vivante. C'est pas facile un dimanche matin. On a besoin de le faire en version accélérée. Ouais, voilà. Nous aussi, c'est le film Sororel, donc en marionnette animée. Nous, on avait envie de travailler sur le thème d'une catastrophe qui n'arrive peut-être pas,
ou qui du coup dans l'attente en provoquent d'autres, et de travailler sur le thème à savoir comment la perspective du chaos peut être aussi une occasion de s'interroger sur le lien entre les êtres humains. Alors en l'occurrence c'est une fratrie, et de voir comment cette perspective incertaine et cette contingence pouvait générer d'autres formes de relations au monde et aux autres. Et donc voilà, on a voulu mettre en scène un trio qui à la fois se déchire et se trouve, se retrouve et se métamorphose à cause de cette contingence de la fin du monde, d'un monde possible. Donc voilà. C'est ça. Non, pas mieux. Oui, donc moi c'était le film De l'autre côté, avec la Ça femme va, qui vous nage. voulez toujours ou vous voulez... ouais. C'est assez fort, oui. Oui, donc moi c'est le film De l'autre côté, avec la femme qui nage, et c'était à peu près exactement ce que tu disais. En tout cas, c'était un des messages possibles, le fait d'un passage d'un monde à un autre. Mais je voulais aussi que ce soit quelque chose de symbolique et qui pouvait être beaucoup plus vu comme quelque chose de très intérieur. Donc voilà, je pense qu'on peut le voir sur différents angles, et c'était cette idée de quelles sont les étapes qu'on peut traverser pour passer d'un état à un autre. Et je voulais que ce soit assez... ça touche à quelque chose d'assez inconscient aussi, que ça passe beaucoup par le ressenti, et, afin de peut-être garder des images et que ça travaille un petit peu après sous l'eau justement, quoi. Et donc voilà. Et François Moi, c'était le film Rebeta. Alors moi, c'est un peu une sorte de promenade déstructurée, parce qu'en fait, ce film a été fait sans intention au départ. Donc c'est juste le fruit de balades dans la ville et de captation de photos à pied, en fait. Il y a des gens qui pensent que c'est filmé avec des drones, mais c'est entièrement à pied. Et donc moi, il n'y a pas vraiment d'intention au départ, mais c'est vrai qu'il y a une idée quand même de l'urbain qui est une sorte de vie, quoi, une pulsation. Et voilà, il y a une espèce de questionnement, parce que moi j'adore la ville, et en même temps je sais que ça a aussi un côté effrayant. Donc voilà, c'est un peu la tension entre la ville qui grossit et en même temps la ville vivante. Voilà. Mais que tu confrontes quand même aussi à une forme de tradition. C'est aussi là que je voyais le monde qui se finit dans ton film. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça, il y a aussi une tension entre effectivement le côté de la musique très traditionnelle et la modernité urbaine, quoi. Alors, je sais pas si ça se finit ou si ça se complète ou si ça se déforme. Voilà, c'est des questions plutôt ouvertes que raisonnées. Si vous avez des questions, pas hésiter. Une question à tous là aussi, puisqu'on est quand même sur une journée, sur une rencontre autour du cinéma d'animation, certes adulte, mais en tout cas animation. Sur vos 5 films, on n'est pas en plus sur les mêmes techniques, là aussi. Le choix de la technique, pourquoi à chaque fois ce choix-là, et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est volontaire, évidemment, je n'en doute pas, mais est-ce que vous êtes posé plein de questions au départ pour prendre la meilleure forme, ou est-ce que parce que c'est une question d'être plus à l'aise, pourquoi vous passez de mélanger aussi les techniques pour certains, un peu dans votre parcours de création, enfin dans l'autre sens comme ça si tu veux. On va recommencer avec toi François, parce qu'en plus c'est là où la perte de repère elle est forte pour le spectateur justement. Moi, la technique, j'ai toujours fait beaucoup de déformations visuelles, donc je capte des choses qui sont réelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention vraiment à part la déformation, quoi. Donc voilà, moi c'est photographique, c'est de la pixelation, c'est des photos mises les unes après les autres, et ensuite un sorte de travail de déformation, comme si je refilmais dans l'ordinateur ce que j'ai filmé une première fois. Ça s'apparente un peu au sténopé numérique, on va dire. Donc oui, les images où on voit les déformations, c'est fait par ordinateur à la suite en post-production. Ou c'est vraiment au moment de la prise de la photo, un très grand angle qui fait Au moment de la prise de la photo, il y a un très très grand angle. C'est une photo 360. C'est une photo 360. Enfin, pour certains des plans, ouais. Okay. Et après, en fait, je reprojette la photo dans l'espace de l'ordinateur, et je refais comme si je fabriquais une espèce de sténopé virtuel dans l'ordinateur qui refilme. Okay. C'est quoi le sténopé? Le sténopé, c'est l'appareil photo sans objectif.
c'est une boîte avec un petit trou et un papier sensible au fond de la boîte. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup travaillé au sténopé il y a longtemps, et je tordais, je pliais, je tordais, je froissais le négatif dans l'appareil photo. Et là, c'est un peu cette technique-là, mais numérique, quoi. Du coup, moi, j'avais essayé pas mal de différentes techniques. Et il y avait une volonté déjà de vouloir un peu cette sensation qu'on a dans les rêves, comme quelque chose passe très vite d'un décor à un autre, et même au fil de l'histoire, on sent qu'il y a vraiment ces passages très rapides. Et c'était l'idée, voilà, comme ça, de provoquer quelque chose chez le spectateur, où il y a un espèce de laisser-aller, où on accepte ça, et du coup, peut-être qu'on peut se laisser plus facilement emporter, et être dans la sensation, oui, voilà, accepter cette espèce d'expérimentation. C'était aussi, ça venait d'un besoin peut-être plus personnel aussi, où j'avais besoin de tester beaucoup de techniques, et j'avais vraiment cette envie-là, et j'en ai un peu profité dans ce film pour me laisser aller à des idées sans forcément aussi tout rationaliser et faire ce que je ressentais. Et je pense que c'est une manière aussi assez efficace de partager cette sensation-là. Et je sais plus ce que je voulais dire. Quand je vois ton film, Hugo, je te l'avais déjà dit, mais ça me donne vraiment le sentiment de voir un rêve. Pour moi, c'est une des rares fois où je vois sur un écran quelque chose je me dis, ah ouais, là c'est presque comme si moi-même j'étais en train de rêver en regardant les images. Et ce que tu dis, en fait, quand tu recherches une certaine spontanéité dans l'expérimentation des techniques, bah, c'est peut-être ça, au fond, qui permet d'avoir cette sensation, en fait, de la spontanéité du rêve, du décor qui change sans qu'on contrôle quoi que ce soit, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Merci. Mathieu, un ami. Et oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ce truc-là, le fait d'être vraiment dans le lâcher-prise. Je pense que ça permet de se connecter soi-même à des choses assez inconscientes, sans qu'on ait... sans forcément essayer de définir, voilà, je vais faire ci, ça, et en fait, on arrive à le verbaliser plus tard, après avoir vu ce qu'on a fait. Et je trouve ça assez intéressant. Ça permet d'avoir des choses qui débordent un petit peu de se faire surprendre par soi-même. Et j'avais essayé d'ailleurs, en faisant ça, j'avais utilisé un jeu de cartes créé par Brian Eno, un musicien, qu'il avait fait avec David Bowie, où il y avait des espèces de phrases un peu tirées au hasard, comme détruit le plus important, ou rajoute, enfin plein de phrases, des fois des choses un petit peu assez abscontes. Et des fois je me permettais, je regardais ça, ça me donnait des idées, et tout le long du processus du film, j'essayais de garder ce fait de pouvoir se surprendre soi-même, et du coup je changeais des choses en cours de film, quoi. Ce qu'on garde plutôt au début en général, toute cette créativité, et après on essaie d'être assez... on sait où on va et tout, et là même jusqu'à la fin il y a des choses que j'ai changées un peu au dernier moment, pour toujours être dans cet état d'esprit d'onirisme, quoi. Voilà. Ouais, donc nous on a utilisé la technique de la marionnette animée parce que c'est une technique qui nous plaît dans le sens où on a un rapport très concret, physique, palpable avec ce qu'on anime. Et ça c'est intéressant. On trouve ça intéressant, et ça nous aide aussi beaucoup à trouver comment cadrer, comment mettre en scène, comment faire évoluer cette matière. Et aussi on a un rapport aussi très direct avec la lumière, quelque chose qui nous inspire beaucoup, Louise et moi. Et là, effectivement, on peut travailler la lumière aussi concrètement en ayant, effectivement, comme dans la prise de vue continue, des projecteurs, des filtres, etc. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous plaît. Peut-être que c'est la technique d'animation qui est la plus proche de la prise de vue continue. C'est vrai que nous-mêmes, on a aussi assez proche finalement, de la prise de vue continue. Parce qu'on a fait aussi des documentaires et des choses comme ça. Donc voilà, ça nous permet aussi de garder un peu un pied dans un côté très concret, très sensible et très palpable avec la matière, avec cette technique de la marionnette animée par stop motion. Et c'est aussi celle qui permet le moins de liberté. Parce que du coup, il n'y a pas de... Enfin, en soi, ça permet, mais en fait, une fois que comme le tournage et les décors sont installés, c'est une technique qui est assez coûteuse et qui se fait souvent en équipe assez nombreuse.
contrairement à d'autres techniques de dessin, par exemple, qui peuvent être... et du coup, ça implique vraiment de construire une mise en scène, un scénario ultra cadré, et il y a assez peu de marge de manœuvre au tournage, parce que chaque minute, comme c'est de la photo, chaque minute coûte très cher à réaliser, et du coup, ouais, il n'y a pas de place pour ce que tu dis, c'est un peu ce qui manque. Moi, ce qui m'intéresse dans l'animation, en tout cas dans ce film et dans d'autres projets que j'ai pu mener, c'est que ça permet vraiment d'explorer des temporalités qui se situent en dehors de l'échelle humaine. C'est-à-dire que si on anime des glaciers, si on anime de la matière comme ça qui paraît ne pas bouger, immobile, alors qu'en fait elle est en constante évolution, c'est quelque chose qu'on n'a pas une possibilité de voir à l'échelle d'une vie, et l'animation permet vraiment de décomposer, de recomposer le mouvement à sa guise, et du coup de se créer des temporalités qui sont autres, et de donner à voir, je dis souvent que j'aime bien travailler le détail comme un événement, c'est-à-dire vraiment travailler sur des micro-événements, des toutes petites choses qui se déploient, mais l'animation permet vraiment de créer cette forme d'acuité sur des tout petits détails, et voilà, c'est ce qui m'intéresse dans l'animation, entre autres. Sur un troisième tour aussi collectif, moi ce que j'entends aussi, justement, on va notamment ces verbes-là, dans vos films, c'est qu'il y a un très très fort rapport à la musique ou à la musicalité des choses. Pareil, les 5, comment vous vous positionnez dans votre travail de réalisation sur cette question du son et cette question même de musique, puisque certains c'est même quasiment que de la musique. À quel moment dans votre... On me dit dans l'oreillette qu'il me reste 3 minutes. 3 minutes pour... Je pense que pour la musique, la voilà. musicalité, C'est bon. Allez. On va commencer par toi, Hugo, parce que t'en parlais déjà, en plus. Oui, bah, du coup, la musique, c'est un ami avec qui j'avais demandé... à la base, c'était un autre projet, c'était essayer de faire un cadavre exquis entre amis. Du coup, je lui avais demandé de faire une musique. Et au final, le truc de cadavre exquis s'est pas fait, mais j'ai aussi voulu un peu garder cette espèce de... Je suis parti de cette musique, ça vraiment tout démarre de là. Et j'ai voulu vraiment me laisser guider aussi par celle-là. Et du coup, je trouve que ça donne un rapport différent que quand la musique est faite après. Et ça m'a vachement guidé, j'ai essayé vraiment de me laisser guider le plus possible par ça. Et voilà, enfin, je vais peut-être laisser parler un peu les autres aussi. Moi, j'ai filmé, donc j'ai ramené plein de choses du Japon, et puis je cherchais une musique, j'ai fait des recherches et je suis tombé là-dessus et j'ai adoré, et ça collait complètement à ce que je voulais. Et en fait, la chanteuse habite en France, donc je l'ai rencontrée, et depuis on a fait d'autres choses ensemble. Voilà. Et puis sinon, moi, le rapport image-musique, là, il est quelque part assez collé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'utilise le rythme pour comme des moments de percussion et choses comme ça. Donc ça va main dans la main, quoi. Nous, on a effectivement composé la musique avec un ami avant le tournage du film, parce qu'en fait, ça changeait complètement le rapport à la durée des plans. Et que dès qu'il y a de la musique, forcément, la manière dont s'écoule le temps au sein du plan est complètement différente. Donc du coup, déjà, c'était une première chose qu'on a faite, ça a fait complètement bouger le montage, d'avoir de la musique avant. Et donc on voulait une musique très atmosphérique, un peu planante. Et on a utilisé un saz, donc une guitare turque, qu'on a électrifiée, réverbérée, et en fait la ligne mélodique est jouée à l'envers, pour qu'il y ait une espèce de continuité aussi harmonique avec l'orgue qui est joué à la fin, qui est un morceau d'orgue qui est préexistant, qui a été réenregistré. Donc voilà, c'était cette idée-là un peu de créer une espèce de masse mélodique assez puissante, qui à la fois évoque la mer, évoque une forme de plénitude, et en même temps qui est une forme d'harmonie aussi au sein des différents instruments utilisés. Et qui intervient juste quand la mer vient, en fait. Sinon, le film est silencieux. On a décidé de ne pas accompagner le scénario, les différentes actions du film par de la musique. Laisser les choses silencieuses et faire intervenir la musique que pour évoquer la mer. Je crois que c'est vrai, non? Ça donne rappeler. Et sur le tigre, très rapidement, j'avais envie d'une musique en tout cas qui puisse
créer une continuité et presque créer une sensation de transe, enfin, quelque chose dans lequel un rythme comme ça dans lequel on pourrait rentrer petit à petit, avec le danger que ça devienne, que le son colle trop aux images. Donc en général, je travaille très en amont avec les musiciens, où on travaille sur les intentions et ensuite je leur fournis une trame très précise en leur disant à 2h30 il y a un événement, voilà il y a 4 parties, voilà les intentions, voilà les événements précis, et après hop, ils font tout à côté sans les images et moi je fais sans la musique et on réajuste un peu à la fin. Parfois. Désolé d'être un peu aussi raccourci, ça n'empêche pas de continuer de discuter dehors, parce que ouais, il y a encore un peu d'espace de liberté. Encore un peu. Merci beaucoup à vous 5, merci à tous d'être venus. Il y a un autre rendez-vous dans un mois à peine. Et, voilà. Merci de continuer d'être dans les salles, c'est important d'être dans les salles et pas être seul face à un écran et de mettre à profit les quelques espaces de liberté qu'on vous donne pour sortir et ne pas travailler. Surtout pour aller voir des films aussi rares et précieux que ceux-là. La prochaine séance, c'est le 15 novembre et on